Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous accueillir ce matin pour le panel historique de notre colloque L'Europe dans le monde. Je me présente peut-être rapidement. Eva Paul, certains me connaissent peut-être comme étant chargée de projet à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, mais je suis également, et c'est la raison de ma présence sur scène aujourd'hui, coordinatrice régionale du groupe régional Fribourg-Freiburg pour le think tank Forhaus. Je suis donc ravie d'accueillir aujourd'hui nos deux intervenants pour ce panel, Gilles Grain et Francesco Vello. Monsieur Grain, vous allez ouvrir ce panel. Vous êtes donc directeur de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, docteur en relations internationales, et vous êtes chargé de cours à l'Université de Lausanne. Et vous allez nous délivrer une intervention sur l'Europe dans le monde, la perspective des 3 citoyens d'honneur de l'Europe, Monnet, Kohl, Delors. Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être devant vous pour vous parler effectivement de la perspective sur le sujet de notre colloque de 3 éminentes personnalités européennes, Jean Monnet, Helmut Kohl et Jacques Delors. Au départ, le Conseil européen, qui est l'institution de l'Union européenne rassemblant les chefs d'État ou de gouvernement des États membres, a décidé par résolution, à 3 reprises dans son histoire, d'accorder la distinction de citoyen d'honneur de l'Europe à des personnalités dont l'apport à la construction européenne a été jugé exceptionnel. À ce titre, 3 personnalités ont été récompensées. Donc, Jean Monnet l'a été en 1976, c'est le premier citoyen d'honneur de l'Europe. Le deuxième est Helmut Kohl, récompensé en 1998, et le troisième, Jacques Delors, en 2015. Ma contribution a pour objectif de présenter la façon dont ces 3 personnalités européennes marquantes ont perçu la place de l'Europe unie dans le monde. Mon idée, c'est de vous présenter successivement leurs perspectives individuelles et de conclure par un essai de perspectives comparatives. Voilà. Jean Monnet, tout d'abord. Monnet découvre, lors de son passage à la Société des Nations, les limites de la pratique intergouvernementale entre États, où chacun d'eux peut bloquer une décision par le simple exercice de son droit de veto. En 1950, il est l'inspirateur du projet de première communauté européenne qui vise à mettre en commun les secteurs stratégiques du charbon et de l'acier. Les grands objectifs poursuivis sont la paix, la prospérité et la liberté. Le projet de Monnet est conçu dans un contexte international spécifique où la guerre froide s'est développée au cours des années précédentes. L'Europe est devenue largement dominée par l'Union soviétique à l'est et, quoique différemment, mais quand même par les États-Unis à l'ouest. Ces derniers contribuent puissamment à la reconstruction économique de l'Europe occidentale et encouragent les premiers efforts d'intégration régionale. Jean Monnet possède une vision politique et stratégique de la place de l'Europe occidentale dans le monde d'alors. Au printemps 1950, lorsqu'il développe son projet de première communauté européenne, il craint un conflit entre, d'un côté, les États-Unis et leurs alliés, de l'autre, l'Union soviétique et les siens. Monnet est conscient de la place fondamentale qu'occupe l'Allemagne divisée au cœur du continent européen. Il œuvre à rapprocher son pays, la France, de l'Allemagne fédérale. Pour lui, il convient de tendre la main à l'ennemi d'hier pour tourner la page des conflits sanglants du passé. Monnet possède des réseaux extraordinaires aux États-Unis. Il contribue à convaincre les Américains de soutenir le projet de CECA, malgré certaines craintes de ces derniers d'une discrimination économique. Dès 1950, Monnet travaille non seulement sur le projet de Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui voit le jour en 1952 et dont il devient le premier président de l'autorité exécutive, la haute autorité. Mais face à la situation internationale qui s'est encore dégradée après le début de la guerre de Corée en juin 1950, Monnet est amené à travailler sur le concept d'une communauté européenne de défense. La CED doit être supranationale et implique une union politique à développer dans ce qui a été ce projet de communauté politique européenne. La CED et la CPE, si elles avaient vu le jour, auraient pu changer l'histoire du continent européen. En effet, elles auraient fait naître
presque dès les débuts du processus de construction européenne, un projet politique abouti avec des institutions supranationales et le fait de couvrir des grandes politiques régaliennes par essence, que sont les affaires étrangères et la défense. Monnet tient à ce que l'Europe puisse s'unir et ce faisant devenir le partenaire sur pied d'égalité des États-Unis. Il juge que sans union, il sera impossible aux Européens de s'affirmer sur la scène mondiale. Avant la création de son comité d'action pour les États-Unis d'Europe, en 1955, on voit donc que Monnet a déjà développé une vision globale qui associe l'Europe, en fait l'Europe occidentale, au reste du monde. Il souhaite que le système européen et le système international évoluent vers des formes nouvelles d'organisation où la recherche de l'intérêt commun serait mise au centre et où des institutions et des règles communes y contribueraient. Monnet est le principal architecte de la méthode communautaire, que l'on peut concevoir comme une forme atténuée de fédéralisme, autrement dit l'ambition combinée à l'art du possible. L'approche de Monnet permet de marier une vision d'ensemble, d'essence fédérale, à une approche tactique, dite des petits pas, où des réalisations concrètes renforcent les solidarités de fait. Monnet est conscient de l'importance du progrès technique et de l'émergence accélérée de nouveaux pôles de puissance mondiaux. Pour lui, ce n'est que unis que les Européens pourront faire face à ces nouveaux défis globaux. La recherche d'une vision d'ensemble va être amplifiée durant la deuxième partie des années 50 et la première partie des années 60. Cela sous l'égide des travaux du comité d'action que Monnet a créé et qu'il préside, et dont les membres sont les principaux partis politiques et syndicats ouvriers des six. La paix reste au centre, elle est l'objectif ultime. Au niveau de l'organisation européenne, le comité plaide pour l'approfondissement de l'intégration, l'adhésion du Royaume-Uni aux communautés et l'ouverture envers les pays européens démocratiques qui souhaiteraient y adhérer, dans la mesure où ceux-ci acceptent de reprendre l'acquis communautaire existant. Le comité prend aussi position en faveur de ce qui s'appelle la réunion des Allemands, c'est-à-dire la réunification allemande dans le cadre de la communauté européenne. Le comité prend les positions suivantes en relation avec la place de l'Europe unie dans le monde. Premièrement, cette Europe unie devrait avoir une seule voix dans les affaires internationales. À cette fin, il conviendrait de créer une politique étrangère et de sécurité commune appliquant la méthode communautaire. Le comité d'action acte donc le fait que, selon lui, il n'est pas possible d'unir les domaines stratégiques et régaliens de la politique étrangère et de la défense dans un cadre purement intergouvernemental. Deuxièmement, et ça n'est pas nouveau, on l'a vu, l'Europe unie et les États-Unis devraient établir des relations de partenaires sur pied d'égalité et assurer la cohésion de l'Ouest. En troisième lieu, l'Est et l'Ouest devraient dialoguer et coopérer afin de promouvoir la coopération, une coexistence pacifique, le désarmement et l'équilibre dans le monde. Enfin, quatrièmement, l'Europe devrait aider les pays en développement. La question de savoir si le modèle européen en voie d'élaboration pourrait servir ou non de base à la définition d'une nouvelle gouvernance mondiale est régulièrement présente dans les notes de réflexion de Jean Monnet. Pendant longtemps, il semble répondre par l'affirmative. À la fin de sa vie, toutefois, on le voit dans ses notes de réflexion, ses conclusions deviennent plus ambivalentes. Il semble ainsi douter de la possibilité de transposer à l'échelle globale l'expérience développée en Europe occidentale dans un contexte spécifique. Passons à Helmut Kohl. Son discours, comme chancelier fédéral de la République fédérale d'Allemagne entre 1982 et 1998, s'appuie fortement sur la mémoire historique et la conviction qu'il existe des leçons de l'histoire montrant comment les rivalités nationales peuvent être dangereuses si elles ne sont pas canalisées dans un cadre supranational. Le chancelier affirme clairement que la recherche d'une solution nationale à la question allemande signifierait ne pas avoir compris les leçons de l'histoire du XXe siècle. La filiation avec Konrad Adenauer, le premier chancelier fédéral de la RFA, est évidente et revendiquée par Kohl lui-même. Ce dernier ne dévie pas de sa conviction que la question de l'unification européenne décidera en fin de compte de la guerre et de la paix au XXIe siècle. Pour Kohl, l'unité allemande et la construction européenne sont les deux faces de la même médaille. L'unité européenne a créé les conditions pour l'unité allemande. La réunification allemande dans la paix et la liberté, la seule qu'envisage le chancelier,
ne pouvait ainsi avoir lieu que dans le cadre d'un ordre de paix pan-européen. Autour du projet européen se trouve la communauté de destin entre la France et l'Allemagne. L'Union européenne a aussi une mission et une responsabilité pan-européenne pour Kohl, d'où l'importance à ses yeux des élargissements vers l'Est. Pour Kohl, qui se déclare globalement satisfait des résultats obtenus à Maastricht en décembre 1991, il convient de créer une union politique de l'Europe qui prendrait en compte la politique étrangère, la politique de sécurité et à long terme la défense. Il juge qu'il est nécessaire pour les Européens de disposer d'instruments qui leur permettent de mieux défendre leurs intérêts communs dans le monde. Dans son livre de 2014, Aus Sorge um Europa, Helmut Kohl reconnaît combien le monde a changé dramatiquement depuis une génération. Ce nouveau monde multipolaire est devenu plus complexe et plus difficile à appréhender. L'ancien chancelier rappelle que l'unification européenne représente la meilleure assurance contre un retour du nationalisme et qu'elle offre la chance de la paix et de la liberté. En outre, elle peut permettre au continent d'assumer sa responsabilité internationale dans un monde en profond changement. Elle peut lui donner un poids dans ce monde, elle peut lui permettre de tenir bon dans la concurrence globale entre grands espaces économiques. Helmut Kohl a fait sien les 4 objectifs principaux établis par son parti, la CDU, pour une politique étrangère de la RFA avant la réunification allemande. 1. Intégration économique et politique de l'Europe. 2. Maintien de l'Alliance atlantique et de l'amitié avec les États-Unis. 3. Politique de compréhension avec l'Union soviétique et les pays de l'Europe de l'Est. 4. Co-responsabilité pour le destin des pays du tiers-monde. Pour Helmut Kohl, il existe une communauté de valeurs et de sécurité entre l'Europe et les États-Unis. La demande américaine que les Européens contribuent davantage aux charges communes est fondée, selon lui. Il affirme qu'il aurait refusé une réunification allemande qui aurait conduit l'Allemagne à devoir quitter l'OTAN. Il estime que, sans cette présence allemande, l'OTAN aurait été détruite. Pour lui, cependant, l'importance du lien transatlantique n'est pas incompatible avec le fait que l'Union européenne développe une identité en matière de sécurité et à plus long terme de défense, celle-ci devant être liée à l'OTAN. Dans l'ordre de la guerre froide, le chancelier reconnaît l'importance de l'Union soviétique et de son glacis. Il est important pour lui d'avoir de bonnes relations avec ces pays, sans toutefois taire les problèmes comme ceux liés aux droits de l'homme. Après l'arrivée au pouvoir à Moscou de Mikhail Gorbatchev, Helmut Kohl répond positivement à l'offre qui est faite d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Il soutient une importante aide à l'URSS en tant que facteur de stabilité et de paix en Europe. Comme chef du gouvernement d'un grand État européen, Helmut Kohl affirme un intérêt pour le monde entier. Il déclare, je le cite, « L'existence économique de notre population dépend, dans une large mesure, de développements qui ont lieu à l'extérieur de nos frontières. C'est pourquoi rien de ce qui se passe, même dans les régions les plus éloignées de notre globe terrestre, ne saurait nous laisser indifférents. » Fin de citation. Helmut Kohl plaide pour l'importance de l'aide aux pays en voie de développement. Enfin, le chancelier marque un intérêt particulier pour la Chine, qui est selon lui un pays de grande culture, avec une histoire et une grande tradition, l'un des 3 ou 4 États qui contribueront à façonner le monde du XXIe siècle. Jacques Delors, qui préside la Commission européenne entre 1985 et 1995, possède une conscience aiguë des bouleversements mondiaux. Au moment où la guerre froide prend fin, il emploie les termes, je cite, de village planète et l'expression « la Terre est une ». Il est conscient des nouvelles réalités du monde et se réfère constamment à l'expression qui postule que, je cite, « l'Europe n'a d'autre choix qu'entre la survie et le déclin ». Pour lui, les États européens ne sont plus en mesure d'agir isolément dans le monde contemporain. Le corollaire de l'interdépendance globale est le besoin de solidarité. Delors développe une perspective globale et une vision de l'organisation internationale. L'Union européenne est à ses yeux le modèle de la coopération régionale dans le monde. Il critique le G7 pour son manque de résultats et l'impression qu'il donne d'être le directoire de la planète. Il prône une réforme progressive des structures de gouvernance mondiale afin de maîtriser la mondialisation. Il promeut en particulier la création d'un Conseil de sécurité économique véritablement universel. La stratégie européenne de Delors se base sur le fait que les outils nationaux sont dévalués par la globalisation. Seule une action au niveau européen peut permettre de pérenniser le modèle de société du continent. Il reconnaît le besoin d'une vraie libéralisation économique que la création d'un grand marché européen dynamique permet. Mais en même temps,
il plaide avec véhémence pour l'organisation de ce marché. Pour lui, l'Union européenne devrait être, je cite, le point d'ancrage pour assurer la stabilité de tout le continent. Fin de citation. À l'échelle mondiale, l'Europe se devrait d'être un partenaire qui assume ses responsabilités et non pas une forteresse. Le marché européen devrait être ouvert davantage, mais pas totalement, à la fois par intérêt propre et par devoir de solidarité. Toutefois, avertit Delors, cela présuppose de renforcer la légitimité démocratique de l'Union et de construire une Europe proche des citoyens. Le lien entre politique agricole et libéralisation globale des échanges est rarement aussi intense que durant les dernières années de négociations de l'Uruguay Round dans le cadre du GATT. Les négociations avec les partenaires de l'Union sont très difficiles, tandis que les tensions internes se révèlent aussi vives. Pour maintenir la collégialité interne de la Commission, Delors doit consentir à des concessions vers davantage de libéralisation. En même temps, il œuvre aussi à ce que la France soit en mesure de pouvoir accepter l'accord. La conciliation entre politique de concurrence et politique industrielle s'avère assez ardue. Delors se bat en faveur de l'organisation d'un espace industriel européen et se bat contre ce qu'il considère être certains excès en matière de politique de concurrence. Pour lui, il est nécessaire de créer des grands ensembles industriels européens qui puissent rivaliser avec leurs concurrents internationaux. Delors est très sensible au désordre monétaire international et se déclare en faveur d'une coopération en la matière. Il critique la politique de déficit américaine, qualifiée d'égoïste et d'unilatéraliste, mais aussi le manque d'ouverture des marchés au Japon et la crise de l'endettement qui touche les pays pauvres. La dimension mondiale représente à ses yeux l'une des motivations justifiant la création d'une monnaie unique européenne. Grâce à cette dernière, l'Europe pourra contribuer à un ordre monétaire mondial meilleur, mais aussi contrer plus efficacement la spéculation grandissante et mieux absorber les chocs externes grâce à l'immunisation du commerce intracommunautaire contre les risques de change. Delors exprime sa déception quant aux résultats obtenus à Maastricht en matière de création d'une politique étrangère et de sécurité commune. Il est conscient que ces domaines régaliens par essence se trouvent au cœur de la souveraineté nationale et que les États membres ne disposent pas d'une volonté politique commune pour aller très loin. Pour lui, il aurait mieux fallu agir de façon plus modeste mais plus réaliste, sans créer des effets d'annonce qui ne sont pas suivis d'effets et qui créent une forme de désillusion possible chez les citoyens. Le président Delors relève la force des liens transatlantiques en termes de valeurs communes et d'idéaux, ainsi que d'attachement partagé à la paix, à la démocratie et aux libertés fondamentales. Il juge que ces liens ne devraient pas être mis en danger par des disputes commerciales. Mais il avertit cependant, l'interdépendance entre les deux rives de l'Atlantique ne devrait pas signifier que l'une des parties tente d'imposer à l'autre son système politique ou économique. La notion d'un nécessaire partage transatlantique des charges est très présente chez le président de la Commission, pour qui l'Union devrait notamment assurer une plus grande part du fardeau de la sécurité européenne. Il reconnaît toute l'utilité de l'OTAN qui lie l'Amérique du Nord à l'Europe et contribue puissamment à la sécurité de cette dernière. Il souhaite que l'Union européenne puisse agir un jour, je le cite, comme une entité politique unique dans le cadre de l'Alliance atlantique. Fin de citation. L'attitude de Delors envers le Japon apparaît assez critique. Il juge insuffisante l'ouverture du marché nippon, considère comme élevé les risques pour l'Europe d'une dépendance technologique et industrielle envers l'Empire du Soleil Levant et pense que ce pays devrait prendre une part plus active dans la gestion de l'économie mondiale. Enfin, il souligne l'importance des relations Nord-Sud et la nécessité pour le Nord de mieux soutenir les pays en développement. En guise de conclusion, intéressons-nous à établir une perspective comparative entre la façon qu'ont les trois citoyens d'honneur de l'Europe d'appréhender la place de l'Europe unie dans le monde. En fin de compte, c'est la grande proximité globale dans la philosophie politique de Jean Monnet, Helmut Kohl et Jacques Delors qui nous frappe. Chaque fois, l'intégration européenne est conçue comme un projet de civilisation en faveur de la paix, de la liberté et de la prospérité. Les trois personnalités plaident pour une action en faveur d'une Europe ouverte sur le monde. Ils souhaitent une Europe forte pour assumer ses responsabilités et contribuer au bien commun dans le monde, mais non pas pour dominer les autres. L'influence de la guerre personnellement vécue et ses cicatrices est toujours présente chez les trois hommes d'État. Elle est un moule commun à leur engagement politique. Certaines différences dans la façon qu'ont les citoyens d'honneur d'appréhender et de faire état des grands enjeux relatifs à la place de l'Europe dans le monde
sont naturelles et ne devraient pas nous surprendre. 3 facteurs explicatifs peuvent entrer ici en ligne de compte. Premièrement, chacun possède un parcours de vie propre et a exercé des fonctions spécifiques. La réflexion de Monnet se développe le plus à l'époque du comité d'action, celle de Jacques Delors comme président de la Commission européenne. Dans les 2 cas, il s'agit d'une fonction au niveau européen, tandis qu'Helmut Kohl œuvre comme chancelier fédéral de la RFA avec une perspective à la fois nationale et européenne. Deuxième facteur explicatif des différences entre citoyens d'honneur de l'Europe, ceux-ci sont originaires de pays différents. Monnet et Kohl sont français, tandis que... Monnet et Delors sont français, tandis que Kohl est allemand. Troisième facteur, enfin, les différences de période dans leur activité expliquent sans doute beaucoup, et je crois clairement le plus. Jean Monnet s'intéresse particulièrement à la place de l'Europe unie dans le monde au cours des années 50 et 60, tandis que Delors et Kohl le font en particulier dans les années 80 et 90. Même si Monnet n'a pu que penser à des éléments d'un ordre d'après-guerre froide, il a tout de même eu le grand mérite de le faire et de contribuer à préparer les consciences. Jacques Delors, et plus encore Helmut Kohl, ont dû quant à eux faire face concrètement à des bouleversements en exerçant des responsabilités politiques à une période charnière de l'histoire. Les compétences de politique étrangère demeurant largement l'apanage des États membres, il est normal que le chancelier allemand exerce une plus grande influence que le président de la Commission européenne. L'importance pour l'Europe de nouer un partenariat privilégié avec les États-Unis est présente chez les 3 citoyens d'honneur. Elle semble toutefois l'être encore plus chez Monnet et Kohl, pour lesquels la prise en compte de la dimension transatlantique est inscrite dans leurs ressorts les plus profonds. La nécessité de développer une action au-delà de l'Europe et de l'espace atlantique se retrouve aussi chez les 3, mais elle apparaît la plus développée chez Kohl et Delors, sans doute du fait de la période historique. Une citation du grand universitaire de Harvard, Stanley Hoffman, remontant à 1964, est reprise par Jacques Delors, je crois sera le mot de la fin idéal, je cite. « One of the choices Europe still has to make concerns its future role in the world. For in this respect also, there is freedom of choice. But it has not yet been fully used. » Plus d'un demi-siècle après avoir été écrite, cette phrase reste d'une grande actualité. Merci de votre attention. Monsieur Grün, je vous remercie pour cet exposé historique de la vision de l'Europe chez les 3 citoyens d'honneur. Je vous propose maintenant d'écouter l'intervention de monsieur Francesco Velo. Monsieur Velo, vous êtes donc chercheur au département d'études économiques à l'université de Pavie en Italie. Vous êtes également secrétaire général de l'association universitaire d'études européennes à l'université de Pavie également. Et votre exposé sera donc délivré en anglais pour vos casques et concernera donc European Integration as a Model for Global Governance. Merci beaucoup, Monsieur le Président, membres du Conseil de refondation, Madame, Monsieur, bonjour. Je vous demande excuse, je vais prononcer ma intervention en anglais. Je suis sûr qu'il y aura le temps pour améliorer mon français, mais maintenant, je préfère comme ça. Merci. Alors, I'd like to start from the beginning, from the fact that the European integration process shows us that since its beginning, the path has been characterized in every time by 2 elements. The process was supported by a broad consensus, and the same process was strongly opposed at the same time. So with this consciousness, we have to acknowledge that Europe deserves credit for having always played the role of a laboratory where innovative solutions have been tested and developed. The greatest innovation, the vision, the method, in order not to transmit
the seeds of nationalism to the entire continent, it was necessary to look for solutions that did not generate a gap between the internal European and its external interests. So from this very beginning, this was the vision, not to generate a continent devoted to nationalism. And the second thing, that European solutions for Europe had to be placed at the service of a higher level objective. The solutions were not intended to be only for Europe, but for a larger scale. This is why, in my opinion, that the path of European integration is now able to offer solutions to meet the challenges that we have to face at a global level. The first major innovation in post-war Europe was achieved through an initiative who was inspired by universal values, that was able to solicit the commitment of the political sphere, and was achieved thanks to the opportunity created by an economic initiative. I'm talking about the European Community of Steel and Coal. With that initiative, Europe demonstrated that it was possible to create a supranational unity with peace rather than war. The project for the industrial conversion and reconstruction of the steel sector required to support not only investments, but also to promote institutional innovation. Well, 2 decades before that, President Roosevelt in the United States had a similar problem, tackling the problem of the government and the creation of a larger continental integrated market in the wake to face the great crisis in 1929. Well, in the United States, the solution coincided with the strengthening of the federal government. But a similar solution in Europe after World War II could not be pursued, at least in the short term. And that was why Jean Monnet had to focus on a different solution, a new path. The birth of a supranational authority, a court of justice, a council of ministers, a common assembly, the first embryos of the European Parliament, were the kind of innovations that Jean Monnet, the action of Jean Monnet, brought to the process. The fact that the European Community of Steel and Coal had a great relevance on the interior side of European dimension was mainly highlighted and perhaps overshadowed that what is becoming clearer and clearer today. The method of Monnet was introducing elements of discontinuity, which will be progressively understood. Elements of discontinuity that gave rise to a new concept of sovereignty and citizenship. So, 2 alternative paths were confronting and are confronting one against the other. On one side, we can promote sovereign states or the creation of a bigger sovereign state, a higher level, a continental level, which choices are primarily aimed at internal support and seek to achieve the conditions through which national companies can expand their influence at the international level, and the state itself can extend its political weight at international level, superstates. On the other state, an alternative model, which did not aim at the creation of a superstate, but, in order to be realized, required to reflect on which innovation had to be introduced and put in the system, in the institutional sphere, in the economics and social sphere, in the political sphere. Which model is this? A brilliant description of this model is offered by Article 3 of the Treaty on European Union, which defines the economic and social model and allows us to grasp the profound nature of the European project. It's just on the 1-page length of this article number 3, we can just focus on a few words that appear in Comment 2 and 3. The Union offers its citizens an area of freedom, security, and justice, and establishes an internal market, works
for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a high competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, a high level of protection and improvement of the quality of the environment, etc., etc. We know it very well. So, the model of union that has been designed that Monnet has brought to maturity the most advanced political and social space, the most advanced in the world. It has created a strong, stable, and does not change over time, a strong institutional infrastructure that does not weaken with time, is still there. One more aspect can be underlined. This model stands as a great alternative, just to check time, to the models that in literature have defined as lipid models. What are these lipid models? Well, the action of the institution is the search of a balance between two horizons parallel, that move in parallel, and do not coincide with the other. The state from one side and its reasons, the market on the other side with its logics. Well, the European model brings with the overcoming of the need to make a sort of alternative choice between state and market. Just because the market itself is governed and regulated by the institutions, which are now superordinate to it. So there is not conflict between state and market in the European model. This is a great innovation that leads us to a sort of long conclusion, that the adoption of this model is a challenge and places great responsibility on the organizations, all public and private institutions, on enterprises. They are asking them to reorient their strategy and develop an awareness of the change that is ongoing. And this explains why European model is a possible reference for global governance. We have to adopt a change in our perspective in order to grasp the potential of this scenario. So we can understand how good and strong is today the European model, and which changes are we asked to make. So we have to develop the awareness that what we are seeing today is a reversal of the basic factors. It is now the institutional framework, the institutional infrastructure built on rules and principles, with rules and principles, supported by new forms of sovereignty and legitimized by new forms of citizenship, which is the innovation, which constitutes innovation and promotes change. It is not, in my opinion, the European infrastructure that is in crisis. It's very strong and in very good health. What has come to the end of a cycle is what lies inside it and cannot find a place in the new economic and social model under construction, designed by the European Union. Something that is inside it and tries to resist to change. And the violence with which this resistance is manifesting itself in the political, economic, social spheres depends on a source of frustration. The challenges that the third millennium poses to enterprises and the world economic system as a whole are not solvable with the schemes of the national states of the 20th century. In this context, it is precisely the European institutional model that is offering itself as a guide, promoting social market economy as a new form of humanism. We have been citing this morning and yesterday a lot of times this reprisal of values. Just because this model, first of all, requires to make our own and stand for our values. And this stands as a challenge to public and private institutions, to become the soft infrastructure. Let me put this in this way: the hard infrastructure given by the European process, and that stands as a point of reference,
and the soft infrastructure, the widespread infrastructure, whose essential task is to give content and substance to this long-term strategy, taking on the task of promoting and guiding innovation and development. At European level, some examples can help us understand which kind of source infrastructure we have to build and can be useful. The emerging model at European level is the creation and strengthening of the authorities. At decentralized levels, well, universities, research centers, enterprises are the natural pivots of economic and social development. European model entrusts them with a very important role, to be the nerve center of a system of generation of knowledge and innovation, which starting from sharing a common long-term objective of the definition of new relationships between public and private. This is based on the adherence to the same scheme of rules and values that are sustainability, equity, solidarity, subsidiarity, identifies the greatest possibilities in terms of economic and social progress. So, in a sentence, we are used to consider the economy what makes European integration possible. Well, from this perspective, it is the adoption of the European model that makes the socio-economics sustainable and economic progress possible. So we need to improve something, the capacity of ourselves, of public and private institutions, to enter into partnership with other entities, basing on these principles, to make networks between private and make them centers of generation of skills, innovation, of industrial, economic, and social innovation. This is where we can look for finding what can offer to European society, intended in the large sense, of course, not only European member states, but European society as a whole, something competitive and something that is a lever of development at a global level, and offers also a model of reference to other countries and well, other parts of the world that are looking forward to find out which kind of model can guide them in the forthcoming millennium and ages. The validity of the solution that we adopted will emerge in the long term precisely from the ability to develop a wide-range continental strategy, also at territorial level, promoting the emergence of formal and informal networks in different ways, involving in different ways private and public stakeholders, universities, business. So subsidiarity, again, this is a founding principle for Europe, will come and help to us. Will come and help us, giving us support and help us renewing our roles, our promoters of innovation. So this is it. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Velo, pour votre intervention. J'ai trouvé particulièrement intéressant l'idée de créer de la gouvernance à partir de réseaux horizontaux, de réseaux universitaires, partenariats public-privé, comme vous nous l'expliquiez. Le temps court, donc je me sacrifie et propose de passer directement à vos questions. Si vous en avez, est-ce que mes collègues sont en place avec les micros? Oui, tout à fait. Donc je vous propose de passer directement aux questions. Si vous pouviez également vous présenter rapidement avant de poser vos questions. Monsieur Roussel, devant. Oui, c'est une question. Pardon, merci. C'est une question pour Gilles Grain, dont j'ai beaucoup apprécié l'exposé. Vous nous avez montré un tableau très, très précis de ces trois pères de l'Europe. Est-ce que vous pourriez préciser comment ils voyaient respectivement, enfin si c'est possible, la forme plus ou moins définitive de l'Union européenne? Parce qu'il me semble qu'il y a des différences qui ne tiennent pas seulement à la différence d'époque.
Waouh, quelle question. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment bien au-delà de la recherche. Donc, je dirais que, en ce qui concerne Jean Monnet, bien sûr, je crois l'erreur colossale de compréhension, c'est de dire, oh, Monnet est l'homme des petits pas, des solidarités de fait, des réalisations concrètes, et il n'y a pas la vision de ce qui est ultime. Et évidemment qu'il n'a pas un plan fait d'avance et puis une version ultime de ce que devrait être l'Europe qui est dessinée. Et il sait s'adapter justement aux contingences, aux évolutions dans l'histoire et dans la politique. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est que pour moi, vraiment, il a une vision politique de type fédéral. Pour lui, la vision, à la fin, c'est la fédération européenne. D'ailleurs, le lien est fait déjà dans la déclaration du 9 mai 50. Donc, pour moi, c'est clair qu'il faut des institutions politiques d'ensemble abouties, stables, démocratiques. Là, il ne nous donne pas un mode d'emploi. D'ailleurs, on voit qu'il commence avec un modèle très fédéral et sectoriel, puis ça évolue vers une prise en compte même des dirigeants exécutifs nationaux avec le Conseil européen. Mais il y a quand même cette idée d'une séparation des pouvoirs et du fait, dans la philosophie de Montesquieu, qu'il faut un exécutif, un législatif et un judiciaire. Donc une Europe politique et démocratique qui est active dans le domaine de la politique étrangère, de la sécurité et de la défense parce que c'est nécessaire. Et bien sûr aussi une Europe économique parce que ça amène de la prospérité, même une voix dans les questions européennes. J'ai vu plein d'autres réflexions où Monnet disait il ne faut pas créer une superstructure, il faut vraiment faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire au niveau des États. C'est exactement ce qui a donné lieu à ce concept de subsidiarité. Et ensuite, je dirais, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on apprécie beaucoup, c'est notre fédéralisme suisse. Ensuite, en ce qui concerne Helmut Kohl, je dirais que pour lui, il y a vraiment aussi une vision fédérale et supranationale qui est probablement beaucoup aidée par le fait que l'Allemagne a cette culture et cette tradition. Et donc pour lui, le projet européen est politique, il faut vraiment faire une union politique. Et dans le contexte pas facile, la fin des années 80, début des années 90, il pousse bien sûr à l'union économique et monétaire, mais avec la condition sine qua non qu'il faut une union politique. Je pense qu'il doit mettre de l'eau dans son vin à cause des réalités, notamment la France, qui a une vision probablement plus confédérale. Et donc, il se déclare tout à fait content de Maastricht. Il y a aussi une forme d'optimisme et d'aptitude au compromis chez Kohl. Donc, pour lui, Maastricht, c'est le tournant. Les buts sont remplis. Et bien sûr, par la suite, on voit que les choses sont peut-être un petit peu plus compliquées. Et puis, je dirais quant à Delors, eh ben, il développe disons, après s'être retiré de ses fonctions, des idées qu'il avait déjà, mais qui vont plus loin et qui ont été traduites par l'expression la fédération des États-nations. C'est vraiment l'idée de concilier ce processus fédératif européen avec l'existence d'États, des États membres de l'Union, qui ne vont pas disparaître, qui globalement ne vont pas s'effacer, mais de réussir à articuler ceci et à coordonner. Comme Suisse, on pourrait dire, attention, tous les États ne sont pas des États-nations. On pourrait discuter beaucoup du terme d'État-nation. Donc, à la fin, je dirais, trois bâtisseurs de l'Europe unie qui sont des fédéralistes, qui n'ont pas été, disons, des intellectuels qui avaient un programme philosophique avant, mais des gens qui ont écrit, qui ont été réflexifs quand ils étaient aux affaires et qui ont développé cette vision globalement proche. Après, je dois m'arrêter, on pourrait aller plus loin sur les différences, mais c'est quand même très proche, je crois. J'avais une question de M. Casasus, juste là.
Je remercie beaucoup Gilles Grain pour sa présentation, ou sa triple présentation. Et j'essayais de chercher des dénominateurs communs. Alors c'est difficile avec Jean Monnet pour des questions aussi de génération. Pensez simplement que Jean Monnet, la dernière décennie est des années 70 et que tout simplement Helmut Kohl, à l'époque des années 70, perd en 76 les élections. Et en 79, il est considéré comme quelqu'un qui n'a pas d'avenir. C'est d'ailleurs toujours très intéressant de voir qu'on enterre trop rapidement les personnalités politiques. Mais je crois qu'il y a une personnalité que tu as oublié, que vous avez oublié, qui joue un rôle quand même aussi central entre Kohl et Delors, c'est Mitterrand. Et je pense qu'on ne peut pas faire un lien entre Delors et Kohl sans oublier Mitterrand. C'est quand même Mitterrand et Kohl au sommet de 84 de Fontainebleau qui propose Jacques Delors comme président de la Commission. Et je crois que ça, c'est quand même fondamental. Et ce qui est vrai, là je crois que c'est très intéressant parce qu'on pourrait revenir à Maastricht, c'est que Delors, lors de la signature du traité de Maastricht, fait une déclaration extrêmement critique vis-à-vis de Maastricht. Et que François Mitterrand, on sent déjà qu'il est plus ou moins à la fin de sa carrière politique et François Mitterrand, il a réussi à avoir ce qu'il voulait, c'est-à-dire tout simplement la monnaie unique. Et Kohl se trouve quand même dans une situation un peu plus compliquée aussi, parce que Helmut Kohl vient de perdre son land de Rhénanie-Palatinat. C'est une défaite terrible pour lui. Il est très faible à l'époque. Il sera réélu en 1994 à cause du SPD qui fera beaucoup d'erreurs. Mais il y a quand même une phase quand même différente. Mais je crois que véritablement la grande phase, c'est la phase des années 80 avec le partenariat Kohl-Delors, mais aussi Mitterrand. Et je crois qu'il faut l'insérer là-dedans si on fait une analyse à trois. Monnet, je verrais ça différemment. Absolument. Monsieur Tominski. Merci. Je reviens un peu dans la même direction de ces trois personnalités, mais pour y apporter un regard de l'Europe centrale. Vous avez parlé, M. Green, que Kohl avait cette ouverture vers l'Est. Si je peux me permettre, il était plutôt surpris par ce qui se passait en Allemagne de l'Est, en Europe centrale. Quand le mur est tombé à Berlin, il était en Pologne en visite. Ça a pris complètement par la surprise. Il a interrompu sa visite. Il est entré à Berlin pour retourner en Pologne, où le régime a déjà changé, parce que nous étions déjà dans une phase nouvelle après les élections de 4 juin 1989. Et il était complètement surpris. Et puis, c'était aussi très important à voir à quel point Kohl et aussi Mitterrand, ils étaient réticents pour cette ouverture vers l'Europe centrale. Jacques Delors, il était beaucoup plus ouvert. Jacques Delors, il reçoit le Premier ministre de Pologne, Tadeusz Mazowiecki, en octobre déjà. C'était le premier non-communiste Premier ministre de Pologne après la Deuxième Guerre mondiale. On signe tout de suite des documents de coopération, une ouverture. Jacques Delors, il était beaucoup plus clairvoyant, allait de l'avant et regardait ce qui devrait venir comme une échéance historique. Kohl, il était très réticent. Kohl, il avait une dimension de réconciliation sur le plan humain après la Deuxième Guerre mondiale, mais sur les plans européens, sur les plans institutionnels, l'ouverture vers l'Europe centrale, il était très réticent. Alors, une question là-bas, M. Herzog. Si je me place à aujourd'hui, il me semble que l'Union européenne a, entre autres, un double problème. C'est l'éloignement des institutions et des citoyens, ce qui pose la question d'envisager une participation. Et deuxièmement, le renouvellement des solidarités au-delà des libertés de circulation, de l'état de droit et de l'euro. Le renouvellement des solidarités me paraît plutôt en panne. Ce qui me ramène à ces pères fondateurs, vous n'avez pas introduit cette question du souci de la participation des citoyens chez les trois. J'ai mon idée
côté Jacques Delors, c'était un point important chez lui que vous n'avez pas mentionné. On a encore le temps pour quelques questions. La domanda è, you spoke about technical inventions in Europe. As I know, the real technical inventions are made at the High Technical Institute of Massachusetts, here in Lausanne, École Polytechnique. And how are you going to promote the other, to make something that the other countries and universities can have the same level? You spoke about technical inventions. Thank you very much. Okay. In 2011, has been le direct, on va essayer en français. No, we do have since almost 10 years a directive that provides medical assistance to European citizens abroad, transnational healthcare, as it's called. But there's a particular article in that directive, number 12, that introduces also the European reference networks as networks of subjects entitled to provide healthcare services to citizens. And to be recognized as a European reference network, these subjects must provide at least 3 among a list of characteristics: sharing of knowledge, promoting well-being, promoting advancement in studies, openness and competitiveness of the healthcare market. The directive acts in 2 directions. From one side, it promotes the rights of citizens, opening the European sphere, the European market of healthcare services, granting the right of citizens to be cured in another member country. This is for the demand side. And for the supply side, within the industrial aspects, it promotes a new kind of competition that is based on sharing knowledge, on making investments together, on cope on similar problems, putting together resources. Again, you mentioned something that is here École Polytechnique, but you can mention also the CERN, the Center of Basic Research, this is in Genève. This is something unique at global level because it does not sell its products. It does not sell its knowledge. It's free. The knowledge generated in CERN is free. It is basic knowledge, but it is at disposal of mankind. Sorry. It is for mankind. Of course, it poses and raises the questions on how we finance that research, how we finance innovation. And this designs also a new role for the public sphere, the European sphere, the national sphere at level, because if you have to combine the public interest, the research, the innovation, the transformation inside the industry, you have to cope together these 2 sides of the coin. So the private initiative and the public interest. So there's a lot of space for innovation in this field and a lot of reasons to be optimistic, I think. On va prendre une toute dernière question, s'il y en a une. Madame. Oui. Monsieur Grain, je voulais vous remercier, monsieur le directeur, pour ce colloque exceptionnel et tous les intervenants. La Fondation Jean Monnet, nous le savons, donc est le foyer de la mémoire vivante de Jean Monnet.
Et les événements récents nous ont montré qu'elle était diffamée. Je voulais vous demander s'il était possible qu'elle ne soit pas seulement la gardienne de la mémoire de Jean Monnet, mais qu'elle puisse défendre d'une manière plus active ces diffamations, cette négation, ce révisionnisme, l'usage de faux et les faux et usage de faux et association de malfaiteurs qui, à l'heure actuelle, essaient de détruire le projet de civilisation dont nous avons joui et que nos enfants risquent de ne plus connaître, enfin du moins nos petits-enfants. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'est l'idée que la fondation soit plus offensive que voilà, alors qu'elle était le réceptacle, que peut-être elle ne peut plus se contenter de cette action, parce qu'elle a été visée directement par ce fameux livre dont on a parlé hier. Bon, je vous remercie infiniment. Au revoir. Monsieur Grain. Effectivement, vous mentionnez la sortie de ce livre au début du mois de mars, qui est un livre qui se base sur des théories des complots, qui a utilisé certains documents d'archives qui sont à la Fondation et qui ont été détournés de leur sens. Et c'est clair que ce que la Fondation ne doit pas faire, c'est dire qu'elle possède, on peut dire, le monopole de l'interprétation historique ou la vérité sur l'histoire du processus d'intégration. Là, il y a toute une communauté scientifique qui fait son travail et la Fondation, elle apporte ses ressources et l'aide aux chercheurs. Mais ici, on est vraiment dans un cas effectivement très très spécial parce qu'on sait bien que le climat politique avec les élections européennes qui viennent pollue tout, évidemment. On sait bien que les thèses, disons, complotistes, révisionnistes, etc., sont anciennes. Mais évidemment, en 2019, il s'est passé quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'il s'agit malheureusement d'un auteur qui vend beaucoup de livres et qui a ses entrées sur tous les plateaux télévision. Et au fond, on peut dire que là, la presse écrite, comme je le vois, enfin, fait bien son travail, mais en même temps, le dit Monsieur Complot ne veut aucun débat contradictoire. Il délivre son venin et puis après il se retire. Mais je trouve dans la presse écrite les choses se font bien. C'est dans la presse audiovisuelle qu'on a l'impression que c'est dramatique, qu'il n'y a pas de point de vue qui s'y oppose et qu'on a quelques animateurs télé assez braves qui essaient de le contrer, mais évidemment qui ne sont pas à la hauteur. Donc tout ça crée une cabale médiatique et le fait que ça crée malheureusement des strates de mensonges qui s'accumulent et qui laissent des sédiments sur l'Internet. Et pour les jeunes, par exemple, qui vont simplement sur Internet et qui googlisent Jean Monnet ou Robert Schuman, ça malheureusement les amène en premier vers des choses qui sont des mensonges, de la manipulation et de la malhonnêteté pure. Et ça, on ne peut pas laisser faire. Là, on n'est pas simplement, disons, dans le rôle business as usual de notre fondation. Si vous voulez, là, on a dépassé une ligne rouge et c'est pas possible de ne rien faire. On a beaucoup parlé hier dans nos réunions statutaires, depuis la sortie de ce brûlot, enfin, il y a à peu près 3 semaines, beaucoup de gens de bonne volonté, beaucoup de gens experts sont intervenus. La contribution de la Fondation a aussi été faite dans l'urgence. Ça, vous la trouvez sur notre site internet. Et puis dans une émission de télé qui était ma foi, fort sympathique. Et mon collègue Mathias Walter a vraiment
je crois, très très bien répondu. Donc ça ne peut pas être la fin, c'est le début. Mais en même temps, je ne voudrais pas être non plus provoquant, mais on voit bien aussi, et ça a été soulevé, qu'il y a quand même un problème très large et très général qui touche, disons, la formation à l'éducation, à la citoyenneté européenne, l'enseignement de l'histoire européenne dans les écoles. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancien, qui est très profond. Et évidemment, ça n'est pas une fondation comme la nôtre, malgré les archives, disons, l'ADN et la meilleure volonté du monde qui pourra régler les maux de toute l'Europe. Donc, on ne peut pas tout faire, mais on doit agir, on doit faire quelque chose. Et les pistes ont été très très bien mentionnées dans nos différentes réunions statutaires. Et c'est sur cette base qu'on va contribuer. On ne pourra pas tout faire seul, il faut parler aux autres, se coordonner avec eux, mais effectivement agir. Et mon feeling, et je pense qu'il n'a pas été démenti dans nos discussions internes, c'est que, je veux dire, il ne faut pas entrer dans une polémique avec ce monsieur. Si vous êtes trop curieux de son nom, je peux bien vous l'écrire sur un papier, vous le montrer, mais je ne le prononcerai pas, parce qu'on ne le fera pas. Donc il ne faut pas polémiquer directement avec lui, parce que franchement, la fondation de Jean Monnet, elle vaut mieux, elle est au-dessus de lui. En plus, c'est quand même un débat qu'on voit comme politique en France, mais il faut réagir sur les faits, sur les fondamentaux, et je pense amplifier ce qu'on a fait avec mon collègue Mathias, effectivement, en mettant à disposition certains documents, certains corpus, en expliquant le contexte. On oublie tout le contexte historique, on détourne les pièces, et avec quelques cas concrets, on peut le faire simplement. Et comme ce triste cire croit qu'en juxtaposant plein de pièces d'archives dans une annexe de son torchon et que ça va le rendre crédible, je pense qu'il faut multiplier quelques exemples. On va bien montrer que c'est absolument rien du tout, que c'est pitoyable. Et donc, aller dans la réaction qu'on a déjà eue, je pense, en l'amplifiant, mais en ne déviant pas de trajectoire. Et puis surtout, nous, on ne peut pas seul faire des recherches et écrire les rapports de référence. Il faut qu'on soit en contact avec la communauté scientifique pour les aider, pour remplir notre meilleur rôle, qui est justement de leur donner accès à ceci. Et pour finir, vraiment, j'aimerais louer l'initiative de mes collègues archivistes qui ont une vision merveilleuse de la transparence et de l'ouverture, c'est-à-dire que la Fondation ne va jamais, disons, déverser simplement des pièces numériques d'archives, ça n'a aucun sens, mais ça va se faire de façon ordonnée dans le cadre d'une belle interface de recherche où justement on va pouvoir donner un accès plus large et puis aider. Parce que le fameux monsieur, hein, il n'est pas venu à Lausanne, il a envoyé des gens sous couvert de fausses couvertures. En fait, c'est un auteur de romans fictifs, d'espionnage, qui peut-être des fois, quelque chose lui a passé par la tête, il se croit tout d'un coup un petit espion de bas de gamme, etc. Bref, c'est arrivé parce qu'il ne faut surtout pas qu'une fondation comme la nôtre, mais ça n'a jamais été évoqué dans nos discussions, se referme, se barricade. Au contraire, si vous avez froid, il ne faut pas arrêter de respirer, se recroqueviller, il faut respirer encore plus fort et s'ouvrir. Et je pense que l'ouverture maîtrisée avec un portail, un accès, des pièces d'archives mises en avant, des contextes explicatifs, tout ça, etc., va permettre à la communauté de chercheurs qui ne peut pas forcément venir à Lausanne. Je veux dire, tous les chercheurs sont des gens honnêtes. Je veux dire, ne sont pas des trolls de je ne sais qui, financés je ne sais comment, mais ça ne me regarde pas. Je veux dire, donc ils pourront à distance avoir un plus grand accès et donc la transparence, persévérer dans ce qu'on fait. Et c'est comme on le voit dans d'autres contextes. Ce qu'ils voudraient, c'est renier finalement les valeurs du projet, montrer qu'il y a un vice génétique de conception. Et bien sûr, moi, il n'y a pas grand-chose dont je suis complètement sûr sur Terre, mais il y a
il y a quelque chose qu'on peut sûrement compter sur les doigts d'une main, et ça en fait partie, la noblesse de ce projet, même si il est humain, évidemment, imparfait. Donc, je dirais, ces terroristes de la pensée ne doivent pas nous faire changer d'âme et d'identité, et ça, ils ne le feront pas.